Ravi de vous retrouver pour cette première édition de direct du mois de Ramadan. Joyeux Ramadan à tous, que ce mois vous soit béni, musulmans ou non musulmans d'ailleurs, qu'il soit un mois de paix, de fraternité et de remise en question de soi surtout. Et comme d'habitude, nous allons avoir deux volets, le volet actualité puis le volet débat. Le volet débat, bien entendu, aura rapport avec l'actualité. Ce sera concernant les pourparlers, enfin la réunion ministérielle de Paris qui a eu lieu donc vendredi 3 juin dans le cadre du relancement du dialogue israélo-palestinien. On va commencer par cette nouvelle. La Jordanie, 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque terroriste contre un bureau des services de renseignement dans le camp de réfugiés palestiniens de Baka, au nord de la capitale jordanienne. Yara Choucha donne les détails. Le bureau des services de renseignement dans le camp de Baka a été la cible d'une attaque ignoble aujourd'hui, peu avant 4 heures GMT, faisant 5 morts parmi ses membres, a annoncé le porte-parole du gouvernement Mohamed Moumeini. Selon M. Moumani, les services de sécurité étaient en train d'enquêter sur les circonstances de l'attaque terroriste et traquer les coupables. Une source des services de sécurité a précisé de son côté que selon les informations préliminaires, l'attaque a été menée par une seule personne qui a tiré sur les martyrs d'une arme automatique avant de prendre la fuite. Cette source, qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat, n'était pas en mesure de préciser si l'auteur de l'attaque était du camp de Baka. M. Moumani a précisé qu'un gardien, un employé et 3 sous-officiers avaient été tués dans l'attaque qui coïncide avec le premier jour du mois saint de Ramadan. La Jordanie participe depuis 2014 à la coalition internationale contre l'organisation de Daesh en Irak et en Syrie, conduite par les États-Unis. En mars, Amman avait annoncé avoir déjoué des attaques du groupe Daesh après un vaste coup de filet qui s'est soldé par la mort de 7 terroristes, soulevant des inquiétudes quant à la menace terroriste dans le royaume frontalier de la Syrie. Ouvert en 1968 pour accueillir les réfugiés palestiniens après la guerre israélo-arabe de 1967, ce camp, devenu aujourd'hui une ville, compte plus de 100 000 réfugiés enregistrés auprès de l'UNRWA. Alors, comme vous le savez, tous les musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan pendant entre 29 et 30 jours, dépendamment du cycle lunaire. Les musulmans du monde entier vont jeûner, ne pas boire, ne pas manger depuis de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi un mois de spiritualité, un mois de remise en question de soi, un mois où le monde essaiera d'être en paix. En tout cas, c'est un mois que toute la communauté musulmane attend, un mois de miséricorde, mais aussi un mois de fête. Enfin, tous ces détails dans ce commentaire. Tous les musulmans du monde attendent avec impatience le mois de Ramadan et espèrent jeûner ces quelques jours bénis. Le mois de Ramadan est avant tout un mois de spiritualité qui est plus valeureux que les autres mois. C'est ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi parmi les meilleures générations de l'islam connaissaient la vraie valeur de ces mois. Au point où il est rapporté que certains d'entre eux invoquaient Allah 6 mois avant le début du Ramadan afin qu'ils prolongent leur vie et qu'ils puissent y assister. Puis ils invoquaient Allah les 5 mois suivants pour qu'il accepte leur jeûne. Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis ne doivent pas manger, boire, fumer ni entretenir de relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Beaucoup de scientifiques musulmans comme non musulmans ont plus d'une fois reconnu les bienfaits du jeûne sur le corps, le cœur et l'esprit du jeûneur. Le Ramadan a un goût très spécial en Égypte. Toutes les familles se réunissent pour l'iftar ou le suhour. Les lanternes brillent dans les rues et les balcons, les délices préparées dans toutes les maisons.
Et pour conclure ce commentaire qui va introduire notre sujet, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a participé à la réunion ministérielle internationale sur le Proche-Orient organisée par Paris, et plus précisément son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, une réunion qui s'est tenue le vendredi 3 et samedi 4 juin. Monsieur Chokri a réaffirmé la disposition de l'Égypte d'user toute son influence auprès des Palestiniens pour réactiver l'initiative de paix arabe et les accords internationaux visant à créer un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Yarachouch donne les détails. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a réaffirmé la disposition de l'Égypte d'user de toute son influence auprès des Palestiniens pour réactiver l'initiative de paix arabe en accord avec les accords internationaux visant à créer un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait des déclarations en ce sens lors de sa participation à la conférence internationale de Paris sur le Proche-Orient. S'adressant aux participants, M. Sameh a mis en garde contre une recrudescence du terrorisme régional et international qui se nourrit des frustrations des gens profitant de leur désarroi. Il a enfin exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités en faveur de la paix et de la stabilité régionale. La perspective de deux États est en grave danger. Nous approchons d'un point de non-retour au-delà duquel elle ne sera plus possible, a mis en garde le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, à l'issue de la réunion. Pour Saeb Ariqat, numéro 2 de l'OLP, le message qu'elle envoie est clair. Si l'on permet à Israël de poursuivre ses politiques de colonisation et d'apartheid en Palestine occupée, l'avenir sera à plus d'extrémisme et de sang versé, plutôt qu'à la coexistence et à la paix. Mais Israël a qualifié l'initiative française d'occasion manquée. Une trentaine de ministres et représentants de pays arabes et occidentaux, de l'ONU et de l'Union européenne ont participé à cette réunion où n'étaient pas conviés les deux principaux intéressés, dont les dernières négociations directes remontent au printemps 2014. Dans un communiqué final, les participants ont réitéré que le statu quo n'était pas tenable et se sont dit alarmés par la situation sur le terrain, citant la poursuite des actes de violence et des activités de colonisation. Ils ont cité les textes internationaux de référence, particulièrement les résolutions de l'ONU, comme base de négociation. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, le sujet d'aujourd'hui où le débat portera sur la réunion ministérielle organisée par la France et plus précisément de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. C'est organisé le vendredi 3 et le samedi 4, une réunion donc internationale sur le conflit israélo-palestinien, puisque les négociations directes sont pour la France estimées donc inertes, qui ne fonctionnent pas. La France souhaitant mettre autour d'une table ronde les principaux acteurs régionaux et internationaux dans ce conflit. Aujourd'hui, ils ne dialoguent pas, donc les Israéliens et Palestiniens ne dialoguent pas, la colonisation se poursuit, la violence se développe, le désespoir s'installe, la propagande de Daesh, donc le groupe terroriste État islamique et d'Al-Qaïda se développe dans les territoires et c'est extrêmement dangereux. On va voir ensemble le bilan de cette réunion et voir les responsabilités de tout un chacun, que ce soit dans les puissances régionales, internationales ou du gouvernement palestinien et des Palestiniens eux-mêmes. Avec moi, Dr Tawfiq Limondos, analyste politique. Bonjour. Bonjour, joyeux Ramadan. Joyeux Ramadan, merci à vous, merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi donc cette réunion. Quel était finalement son bilan qui, dès le départ, on concevait que finalement on n'allait pas arranger les choses du jour au lendemain puisque les chefs, enfin les différents ministres ne se sont réunis que 3 heures. D'accord. Le bilan, c'est un peu trop tôt pour en parler, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est dit. Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'une solution relèverait du miracle. C'est-à-dire, on voit à quoi ressemble la coalition gouvernementale israélienne. On voit les déchirements qui opposent l'autorité palestinienne et le Hamas, ou si on dit que le Hamas fait partie de l'autorité palestinienne, les deux camps palestiniens, ou les camps palestiniens. Donc il n'y a pas vraiment, ni dans un pays ni dans un autre, une coalition majoritaire prête à faire les concessions nécessaires pour une paix. Il y a par contre une volonté internationale et régionale de régler le problème.
parce que c'est un problème, d'une part, pourri. Paradoxalement, le rapport de force tellement en faveur d'Israël est tellement en faveur d'Israël que les gens se disent que c'est peut-être le moment où les Israéliens seront le plus souples. Mais alors on se rassure avec des lieux communs du genre que c'est M. Menachem Begin, qui venait lui aussi de la droite dure israélienne, qui a signé avec Anwar el-Sadat le traité de paix. Sauf que je dirais que les différences entre l'Égypte et Israël étaient moins insurmontables, d'une part, et que M. Menachem Begin avait une autre légitimité historique que celle de Netanyahou, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus légitime dans son camp que M. Netanyahou, et qu'il représentait un des durs. Alors Netanyahou est un dur par rapport à tout ce que pense l'opinion internationale et par rapport à la paix, mais par rapport à ce qu'il y a dans son camp, il est relativement modéré. Ce qui est assez inquiétant d'ailleurs. Donc il y a plusieurs choses. Et finalement, c'est-à-dire un autre lieu commun est que les Israéliens font toujours plus de concessions quand ils se sentent en sécurité. Reste à savoir si les développements de la région les mettent en sécurité ou pas. Et d'autre part, apparemment, là, de ce qu'on voit du front intérieur israélien, sauf surprise, et malgré des déclarations extrêmement encourageantes, ce qu'on sait du passé de M. Netanyahou, ce qu'on sait des positions de Lieberman, ce qu'on sait des idéologies véhiculées par les différents partis qui forment la coalition au pouvoir en Israël, n'autorise pas à de l'optimisme. Alors en tout cas, avec ce que vous dites, on voit que dépendamment de la personnalité, que ce soit Benjamin Netanyahou ou un autre plus conservateur, donc dépendamment de cela, on a des concessions, oui ou non, enfin à différentes échelles. Mais enfin, en tout cas, ce qui ressort, peu importe le chef du gouvernement, peu importe celui qui a le vent en poupe en Israël, même du côté palestinien, on sent que les deux parties ne se font pas confiance. Israël et Palestine ne se font pas confiance. À quoi cela est dû? Mais ça, c'est un problème éternel. Alors c'est dû à, disons, un long passé de promesses pas tenues. C'est dû au fait que chacun sait que l'autre veut tous les territoires contestés. Alors, une fois que chacun pense que l'autre, paradoxalement, même si on est dans le déni, les Israéliens savent bien, au moins la droite israélienne, c'est d'ailleurs une chose, et si vous voulez, la gauche israélienne, pardon, je suis un peu désordonné, la gauche israélienne pense qu'il y a eu un malentendu avec part et d'autre, qu'il y a une solution possible. La droite israélienne est encline à penser, non, on a pris leur terre, et donc on ne peut pas leur demander de nous aimer, ils veulent leur terre. Et paradoxalement, la position de la droite israélienne, qui comprend mieux la nature du conflit, aboutit à il n'y a pas de paix possible. Les Palestiniens peuvent aussi, d'abord, le problème que M. Netanyahou, d'ailleurs ça vaut pour Mahmoud Abbas ou pour le Hamas, sont des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Et ils ne se font pas confiance. Il y a un long passé des deux côtés, essentiellement du côté israélien, parce que c'est la partie la plus forte et parce que c'est la partie qui le fait le plus, un long côté de promesses ou d'engagements non tenus, ou d'accords non tenus. Après cela, les diplomates, la diplomatie internationale, le travail d'un diplomate est de trouver des solutions à des problèmes impossibles ou à des problèmes où il n'y a pas de solution. Donc il ne faut pas tout à fait fermer. Sur le papier, on ne voit pas comment. C'est-à-dire que légalement, est-ce que les Palestiniens ont le droit de récupérer leurs terres ou pas? Ça, il me semble évident qu'ils ont le droit de récupérer au moins la Palestine du plan de partage de 1947. Et alors tous ces territoires qui ont été occupés, c'est une colonisation? Vous parlez desquels? Après, la Palestine est divisée en territoires et tous les territoires qui ont dépassé donc cette frontière de 67 font partie du plan de colonisation. Ce n'est pas légal, que l'on soit d'accord déjà sur le fait que ces colonies juives sur ces territoires et ces colonies qui sont en perpétuelle construction ne sont pas légales. Mais ça, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais même les Américains n'ont pas dit le contraire. Les Américains, de temps en temps, disent que ce sont des territoires disputés, contestent. Mais ça, tout le monde est d'accord que c'est des territoires qui ne sont pas légaux. Après cela, Raymond Aron, dont on ne peut pas, paix à son âme, dont on ne peut pas dire qu'il était exactement anti-israélien, il était très pro-israélien, a écrit dans ses mémoires, je me souviens très bien, qu'on pouvait effectivement plaider qu'Israël, l'Israël historique, je ne parle même pas des territoires pris après 67, Israël était un fait colonial. Il a dit on peut le plaider. Et il était pro-israélien. Il dit ça ne se réduit pas à cela.
c'est un truc beaucoup plus compliqué. Mais ceux qui disent qu'Israël est né d'une colonisation ne mentent pas. Donc, mais disons que c'est une implantation, une colonisation qui a été reconnue par la communauté internationale et par l'Égypte avec les accords. Mais le problème, il est territoire conquis en 67. Très bien. Alors nous avons au bout du fil Eva Sáenz-Diez, qui est chercheur donc spécialiste du Moyen-Orient à Bruxelles. Bonsoir Eva. Allô? Bon, petit souci technique. Allô? Une dernière fois? Allô? Oui. Bonsoir Eva. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Nous parlons aujourd'hui donc de cette réunion ministérielle qui s'est tenue à Paris pour le relancement du dialogue entre Palestine et Israël. Vous l'avez suivi, qu'en avez-vous pensé? Alors je trouve que c'est une idée qui a d'abord été très décriée parce que tant l'Israël que que l'autorité palestinienne n'ont pas été invités, représentés. Ce qui est bizarre. Oui. Mais c'est peut-être un premier pas, une démarche dont on avait besoin pour relancer un peu le processus qui est tombé dans les oubliettes depuis, je dirais, depuis les révolutions arabes, depuis 2011, puis après le conflit syrien, l'État islamique, et voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative, le mot est un peu difficile ce que je vais dire, mais je vais essayer de trouver un petit peu moins un mot plus, un euphémisme, mais je dirais, est-ce que cette initiative pourrait être efficace, c'est-à-dire qu'on se réunit entre puissances, on le discute et puis finalement on établit un plan, puis on réunit dans un deuxième temps, octobre-novembre, les deux parties concernées, à savoir donc Palestine et Israël, et on leur dit voilà, nous en tant que grande puissance, on estime qu'il faut faire ceci. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Écoutez, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir si ça va marcher ou non. On est en pleine période pré-électorale aux États-Unis, donc c'est vrai que les États-Unis ne vont peut-être pas trop se mouiller pour l'instant. Comme je vous dis, la manière de procéder n'était peut-être pas la manière la plus idéale, la meilleure solution, mais d'un autre côté, rien d'autre n'a été fait. Rien d'autre n'est fait depuis plusieurs années. Maintenant, le fait que la communauté internationale, l'ONU, participait aussi, se réunissent, en quelque sorte n'engage qu'eux. Maintenant, si eux font des propositions aux partis qui sont vraiment concernés par le conflit et que ces propositions sont bien acceptées, on devra attendre de voir. Mais je trouve qu'en soi, le fait de remettre cette question sur la table est déjà très important, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique. On en parlait avec Dr Aklimandos il y a quelque temps. Les partis, les personnes au pouvoir, que ce soit Mahmoud Abbas ou Benjamin Netanyahou, des gens qui se connaissent depuis très longtemps, des gens qui ne se font pas confiance. Comment, avec des gens qui ne se font pas confiance, établir ce que souhaite Jean-Marc Ayrault, un climat de confiance? Est-ce que c'est logique, ça? Non. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est très difficile à obtenir dans une situation régionale extrêmement difficile. Mais d'un autre côté, c'est peut-être, je ne vais pas parler de la dernière chance, mais en tout cas, c'est une chance à prendre. Alors maintenant, pourquoi l'avoir fait à Paris sans les acteurs principaux? Est-ce qu'il va y avoir des résultats concrets, etc. C'est un pari qu'il fallait prendre, en fait, ou en tout cas que la France a pris. Et comme je vous dis, ils n'ont pas grand-chose à perdre, vu la situation actuelle de la région et du conflit israélo-palestinien. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, alors peut-être la dernière question que j'ai envie de vous poser, puisqu'elle entre un petit peu dans le cadre du thème de cette émission, finalement les responsabilités de tout un chacun. D'abord, qui a la plus grande responsabilité pour
trouver une solution à ce conflit et quelles sont les responsabilités finalement? C'est une longue question, j'attends une réponse assez longue peut-être, mais voilà, responsabilité de tout un chacun dans ce conflit. Oui, effectivement, c'est une question à plusieurs volets qui mérite une réponse très longue. Donc il y a bien sûr des responsabilités des parties directement engagés dans le conflit ou concernés par le conflit, à savoir Israël et l'autorité palestinienne. Il ne faut pas oublier non plus le Hamas, qui joue un rôle assez important dans la question. Maintenant, nous avons les acteurs historiques, je dirais, en pensant aux voisins, le monde arabe, la Ligue arabe. Maintenant, pour élargir un peu le spectre, l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU, qui sont bien sûr des acteurs plus internationaux, qui malheureusement ou heureusement dans certains cas sont intervenus directement dans le conflit ou dans la résolution du conflit. Et bien sûr, nous avons l'État islamique et l'apparition de l'État islamique et ses actions dans la région qui ne font que la déstabiliser encore plus, et le conflit syrien, qui ne fait que mettre de l'huile sur le feu et qui ne fait qu'envenimer la situation encore plus. Oui. Donc, dans toute cette complexité, encore une fois, il est très 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 difficile de voir d'où pourrait venir une solution viable à long terme qui puisse convenir aux principaux acteurs concernés. Et pourquoi ne pas commencer par le plus petit dénominateur commun, ce qui a été fait à Paris, en vue de préparer d'autres conférences. En tout cas, Dr Eva, c'est la réunion de Paris, c'est clair que c'était une réunion qui se voulait pour promouvoir la paix. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous, Dr Eva Sáenz-Díez. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient à Bruxelles. Merci beaucoup. Bon, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire sur ce qui a été dit? Oui. Oui, en fait, et les autorités françaises et les autorités égyptiennes disent, alors je n'en aurais pas parlé si Nabil Fahmy, l'ancien ministre des Affaires étrangères, n'en avait pas parlé dans l'Ahram il y a quelques jours, disent qu'en fait, se disent convaincus que le président Obama est en train de préparer calmement une initiative qu'il rendra publique après les élections américaines, dans le mois et demi ou les 2 mois qui suivent la promulgation du résultat ou la proclamation du résultat des élections et la passation de pouvoir. Et qu'à ce moment, il va exercer une forte pression et prendre une position américaine qui devrait être de bonnes nouvelles pour le camp arabe ou pour les camps arabes. Après cela, tout cela part du principe que le président Obama pense que Mme Clinton va gagner. Enfin, évidemment, il ne peut engager ni l'un ni l'autre, mais ce qu'il dira Mme Clinton aura moins de raisons de se démarquer de lui que M. Trump. Il y a cela. Et d'autre part, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. M. Fahmy a examiné 3 scénarios, et entre-temps, beaucoup d'eau peut couler sous les ponts. Donc, mais on sait que les Américains, quand ils veulent bloquer une initiative, ils savent, et que donc, même s'ils ne l'ont pas explicitement encouragé, ils n'ont rien fait non plus pour bloquer l'initiative française ou l'initiative égyptienne. On sait que les Égyptiens et les Français disent que Clinton va jeter son poids dans la balance, mais ce sera un poids très amoindri puisqu'il sera président sortant en novembre prochain. Et que ça autorise à... Oui, justement, c'est ce que je me demandais. Est-ce que ça va être utile, puisque Barack Obama, de toutes les façons, ne sera pas réélu? Si Mme Clinton est présidente, c'est peut-être utile. Oui, mais a priori, ce n'est pas tout à fait absurde. Ce n'est pas un pari absurde. Mais effectivement, non, là où le plan est faible, c'est qu'en fait, il n'y a pas... en Israël, il n'y a pas de majorité pour des concessions et que les partis de la minorité, à supposer que M. Netanyahu soit de bonne foi, ce qui serait une nouveauté, question de paix, mais à supposer que M. Netanyahu soit de bonne foi, il ne gouverne pas seul et les autres partis peuvent quitter le navire et donc créer des élections anticipées.
Donc il y a beaucoup de choses. Sans parler, alors nous tombons tout le temps sur la position israélienne parce que c'est la partie la plus forte et parce que son occupation est illégale, mais il n'est pas absolument certain que les Palestiniens, c'est-à-dire M. Abbas et le Hamas, parviennent à un accord. Je voulais ajouter donc, mais ça je n'ai pas d'informations, ou je n'ai pas entendu de lui dire. Mais en venant ici, je réfléchissais, je me dis qu'est-ce que je sais sur le Hamas à l'heure actuelle. Je sais d'abord que le Hamas, c'est plusieurs courants. Alors, aucun n'a envie d'une paix avec Israël, mais il y a différents acteurs, il y a une direction extérieure, des acteurs sur le terrain, et je sais qu'il y a une compétition pour acquérir une influence dominante sur le Hamas. Vous avez d'une part l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait sur la même position, mais il y a l'Égypte et l'Arabie saoudite qui veulent avoir un mot décisif dans ce que le Hamas fait. Vous avez d'autre part la Turquie et le Qatar, et vous avez enfin l'Iran. La nouveauté est que et l'Égypte et l'Arabie saoudite, ça c'est clair, sont pour un processus de paix, puisque l'initiative de paix à partir de laquelle tout le monde travaille est saoudienne. L'Égypte a mis en place une initiative de paix, donc l'Égypte est en faveur de la paix. Et l'Arabie saoudite aussi, à partir du plan de 2002. La nouveauté est que M. Erdogan a lui aussi se rapproche beaucoup d'Israël et a multiplié les initiatives pour, comment vous dire, pour normaliser ou pour se réconcilier avec Israël. Et bon, de toute façon, je ne sais pas qu'est-ce que pensent les Israéliens, mais a priori, on peut penser que M. Erdogan change d'avis à peu près tous les 6 mois. Ce n'est pas le partenaire le plus fiable. Mais reste qu'il y a l'Iran qui aurait peut-être intérêt à tout bloquer, ou au contraire à tout favoriser, je ne sais pas. Il y a trop de paramètres. Ouais. Et je pars du principe que ces gens ont les moyens de dicter, ces gens, nous, eux, les autres, ont le moyen de dicter son comportement aux différentes branches du Hamas, ce qui reste à démontrer. Mais je crois que ceux qui veulent espérer se nourrissent de calculs de ce genre. Oui, mais alors en tout cas, on voit que ce soit de votre commentaire ou de celui de Dr Eva, que tous les protagonistes, de nombreux protagonistes de la région et internationaux sont quand même concernés par ce problème, un problème qui, avec l'augmentation du terrorisme, etc., est un fléau qui devient, ce n'est plus un conflit régional, mais devient même international. Mais j'aimerais bien juste revenir sur le rôle des Américains qui, depuis 2 ans, semblent avoir mis le dossier de côté et ne réagissent ni de manière positive ou négative d'ailleurs, ni n'encouragent, ni n'effreinent. Enfin, en tout cas, il y a une inertie de la part des Américains. Vous avez dit que l'un des scénarios proposés par l'ex-ministre des Affaires étrangères serait un plan, je dirais, d'après ce que vous avez dit, peut-être nouveau, novateur, extraordinaire et en faveur du monde arabe. Mais qu'est-ce qui fait dire ça ? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui fait dire ça aux Égyptiens et aux Français qui le disent. Mais ils le disent. Et ils le disent en étant sûrs. Alors, M. Nabil Fahmy, il disait que les signes sont à la fois très réels et fragiles. C'est-à-dire, on sait que M. Obama, par contre, qui a ses qualités, moi je ne l'aime pas, mais il a ses qualités, est un monsieur qui a commencé ses 2 mandats avec un effort sincère pour essayer de faire la paix. Alors, il s'est trop vite désengagé, il a été publiquement humilié par M. Netanyahou, et donc ce serait une clé, il a envie de lui rendre l'appareil. Je crois qu'il y a un peu de cela. Il y a le ressort psychologique double positif que M. Obama était arrivé avec un souci de, je dirais, réparer les relations entre les États-Unis et le monde musulman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le monde musulman? C'est mettre beaucoup de gens qui n'ont en commun au niveau politique que d'être musulmans, et qu'il a vite déchanté, et qui voulait faire la paix entre, disons, le monde arabe et Israël. Il y a cela, ça c'est le côté positif. Il y a le côté négatif, qu'il en a par-dessus la tête de Netanyahou, ce qui explique son inactivité. S'attaquer à Netanyahou, c'est prendre des risques de problèmes avec le Congrès, c'est avoir beaucoup de problèmes internes aux États-Unis. Et il a envie de rendre à M. Netanyahou la monnaie de sa pièce. C'est ça ce qui autorise. Après cela, je ne suis pas absolument sûr que ce soit absolument novateur. Il y a quand même l'option redire avec beaucoup de force et beaucoup plus de précision, réitérer les paramètres Clinton, en faire une doctrine officielle des États-Unis et non pas une proposition. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire, mais et peut-être qu'il ne fera rien,
Mais ce qui se dit, et je vous dis, je n'en aurais pas parlé s'il n'y avait pas eu un article de M. Nabil Fahmy d'Allah, ce qui se dit est qu'il est en train de préparer une grosse initiative pour le lendemain des élections présidentielles américaines, ou juste avant si elles sont pliées. Quel est le poids des États-Unis pour résoudre ce conflit? Alors ça, c'est un problème. C'est-à-dire, est-ce que les États-Unis ont les moyens effectifs de mettre des pressions sur Israël? La réponse est sujette à discussion. C'est-à-dire que je pense personnellement qu'ils n'ont pas les moyens de faire des pressions sur Israël, ne peuvent pas aller trop loin. Mais peut-être qu'ils ont l'espoir que... Mais quand vous dites « ils », vous parlez du gouvernement qui, face à un lobby juif ou face au Congrès, ne peut rien faire? Ou parce qu'ils n'ont pas le moyen militaire et financier? Ah non, ils peuvent... non, ce qu'ils peuvent faire, oui. Je ne pense pas qu'ils n'ont ni les moyens militaires, financiers, c'est à double tranchant, oui. Vu la donne interne américaine. Mais ils peuvent partir du principe que beaucoup plus d'Israéliens qu'on ne le pense sont sensibles au point de vue américain. Et si ce point de vue n'est pas perçu comme un suicide, mais comme un éventuel geste en faveur de l'intérêt d'Israël sur le long terme, et qu'il y a une offre qui semble sérieuse, si vous venez dire aux Israéliens, écoutez, vous avez une chance historique de vous réconcilier avec tous les pays arabes qui comptent, je ne les vois pas, même M. Netanyahu, je ne le vois pas disant non sans avoir réfléchi. Donc je pense qu'il y a peut-être un espoir qu'une initiative de M. Obama, sans parler de pression, entraîne des changements dans l'opinion publique israélienne. Ça dépend de comment il va s'y prendre, et ça demeure aussi à quoi ressemblera l'actualité à ce moment. Ça demeure un pari. Et quoi, mais pas un pari absurde. Va différer de celle de l'Égypte? Parce que l'Égypte a proposé la même chose. Enfin, l'Égypte a proposé concrètement qu'il y ait un dialogue entre les différents protagonistes et finalement de ce dialogue où va résoudre une solution, une paix durable avec les pays limitrophes et les pays du monde arabe. Quelle est la différence? Oh, il y a quelques différences, c'est-à-dire qu'en fait l'Égypte et l'Arabie saoudite ont un agenda, je ne peux pas dire dur parce qu'il est légal et légitime, mais un agenda, nous voulons tous les droits palestiniens, mais en échange vous avez la paix avec tous les pays arabes. Tandis que les paramètres Clinton sont plutôt la solution de compromis optimale entre la position israélienne et la position... C'est-à-dire ils sont en retrait. Et ils tiennent à un accord, je dirais, israélo-palestinien, en partant du principe que les pays arabes seront d'accord, mais il n'y a pas ce biscuit, vous faites la paix avec tous les pays arabes. D'accord, donc voilà, ouais, donc qui serait perçu par les Israéliens comme voulant, disons, donner tous les droits aux Palestiniens, l'autre comme un espèce de compromis durable. Oui. En tout cas, le temps que l'on voit finalement ce que nous prépare Barack Obama, il y a cette volonté de la France de mettre en place cette solution de paix. Les Palestiniens croient en la France. Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls était avant cette conférence à Tel Aviv pour justement promouvoir cette conférence. Et pourtant, Benjamin Netanyahu avait reproché à la France des points, notamment le dernier vote à l'UNESCO, où Netanyahu avait estimé que cette initiative, enfin cette loi, ou je dirais ce décret qui a été voté par la France à l'UNESCO, omettait la relation millénaire de Tel Aviv, enfin d'Israël avec Tel Aviv. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'il y a cette volonté de paix de la part de la France, mais qui n'est apparemment pas crédible aux yeux de Tel Aviv. Disons que le Parti socialiste est historiquement assez proche, même si ça s'est un peu distendu, de la gauche israélienne. La gauche israélienne, on l'enterre souvent et elle n'est pas tout à fait morte, mais elle est en position de faiblesse. Il est évident que, disons, je ne sais pas où ils en sont, ils vont démentir, mais que vous avez beaucoup de gens pro-israéliens en France, pas seulement au PS, qui sont extrêmement attachés à Israël, j'en connais quelques-uns, mais qui pensent que la droite israélienne mène ce pays à la catastrophe. Et qui donc, disons, veulent sauver Israël de son équipe dirigeante. Alors je ne peux pas vous dire que c'est le point de vue de Valls, parce que je ne le connais pas personnellement, mais je connais beaucoup de gens qui sont dans cette optique. Nous voulons qu'Israël soit en paix avec ses voisins, nous voulons un Israël riche, prospère, en sécurité, sauf qu'ils ne font pas le nécessaire. Après, les Israéliens M. Netanyahu peut répondre, il aurait un tas de réponses qui sait mieux qu'est-ce
qu'est-ce qui vaut pour la sécurité d'Israël que les Français. Et il y a un problème psychologique, psychologique ça le minimise, mais au contraire qui est très important. Israël, c'est quand même un projet du peuple juif disant on ne décide plus pour moi, c'est maintenant moi qui décide pour moi. Donc il faut ménager aussi cette sensibilité, parce qu'il y a un créneau sur lequel Netanyahou peut jouer. Je ne vais pas obéir aux puissances internationales. Je sais que je vous ai dit aussi un truc contraire, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui sont sensibles à l'opinion américaine. Il y a une balance à trouver, un équilibre à trouver. Très bien. Au bout du fil, Khaled Abdelhafez, rédacteur en chef de Syria News. Khaled Abdelhafez, bonjour. Bonjour Abdelhafiz, Khaled Abdelhafiz. Abdelhafiz, pardon, Abdelhafiz. Ok, ben je vais corriger ça. Khaled Abdelhafiz, merci d'être avec nous. Alors, je vous repose un peu la même question que j'avais posée à Dr Eva. La conférence ministérielle qui s'est tenue à Paris, quel bilan on peut en tirer? Cette conférence, apparemment, les conclusions, le bilan de cette conférence sont quasiment nulles. Il n'y a pas d'avance, il y a même pas les personnes concernées qui sont autour de la table. Il n'y a que des volontés qui n'est pas concrétisée de manière efficace, malheureusement. Est-ce que vous pensez que la... Oui, allez-y, pardon. En fait, ce sont des intentions, peut-être, et pas sûr qu'ils vont faire bouger des choses, mais on penche plutôt de côté inverse. Est-ce que vous pensez que la France a un poids justement pour résoudre ce conflit? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives faites par les Français, mais on est divisé, elles fonctionnent pas. Enfin, en tout cas, quel est le poids de la France? Quasiment nul, parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères qui est parti voir sur place, et on lui a dit en face que c'est une tentative qui va échouer certainement. Le Premier ministre lui-même est parti aussi derrière lui. On voit bien, donc, pour essayer d'augmenter la pression, mais toujours rien de tout. Donc, visiblement, la France n'a pas de poids géopolitique dans la région. Il n'a plus de cartes à jouer pour imposer une quelconque volonté dans la région, apparemment. Et ça, on l'a constaté par les déclarations de deux côtés. Et est-ce que vous pensez que les 28 ministres qui étaient présents, finalement, repartiront avec, je sais pas moi, des nouvelles initiatives, des nouvelles idées en tête, ou c'est une réunion qui n'a abouti finalement à que de montrer une bonne volonté? Franchement, je pense que c'est de la décoration. Hollande a des problèmes dans sa politique intérieure. Elle essaye de faire quelque chose à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose de tout efficace, il n'a pas d'efficacité, il n'y a pas de perspective visible. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? C'est vague, c'est flou. Il n'y a pas des points précis qu'on va faire ceci, on va faire cela. Même le ministre des Affaires américain, des Affaires étrangères américains, elle est venue à la dernière minute. C'était pas solide le plan et la démarche qu'ils ont fait. En plus, on voit bien donc l'état catastrophique en Palestine, que les jeunes ont perdu espoir dans les accords d'Oslo depuis 1991, les accords de 2002. Rien n'aboutit, au contraire, donc les gens sont désespérés. Même la solution elle-même de deux États, elle est en péril et est pratiquement mort. Et on parle de la même manière donc de l'initiative de paix arabe, donc la même chose. Donc il n'aboutit pas. Ça fait plus de 10 ans 20 ans qu'elle est sur la table, sans aucune avance pratique. Au contraire, c'est des reculs. Très bien. Donc, oui. Il faut faire quelque chose de plus concret. Évidemment, c'est du côté des Américains et des Russes qui doivent intervenir cette fois-ci, du fait de leur existence armée carrément dans la région. Peut-être ils ont un mot à dire cette fois-ci. Très bien, Khaled Abdelhafiz, vous êtes rédacteur en chef d'Syria News. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire donc Khaled Abdelhafiz, disant que le poids de la France est quasi nul dans ce lancement de processus? Écoutez, si on le compare à celui des États-Unis, effectivement, les États-Unis ont beaucoup plus de poids.
Après cela, la France est en train de prendre du poids, indépendamment de ce qu'on pense de son poids il y a 2 ans. Disons, la France est en train de prendre progressivement du poids dans la région. Elle est devenue le ou un des principaux partenaires militaires de l'Égypte, idem pour l'Arabie saoudite. On ne peut pas, je ne serais pas enclin à dire qu'elle n'en a pas. D'autant plus que les Américains, clairement, ne veulent pas sont un peu en retrait. Après cela, non, si vous comparez la France et les États-Unis, il est évident que les États-Unis ont, je ne sais pas moi, 80 000 hommes dans la région, ou 85 000 hommes dans la région. La France n'en a pas 2000. Mais question militaire, il n'y a pas photo. Mais la France est en meilleure relation avec la plupart des protagonistes que les États-Unis. Non, arabes ou israéliens. Arabo-israélien. Je vais poser une question que vous avez déjà introduite un petit peu auparavant, le plan de 2002 pour les négociations de paix. Alors c'est un plan qui a été mis en place avec beaucoup de bonne volonté, mais qui a été très vite mis dans les tiroirs. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Parce qu'évidemment, 2002, ça date. Et pourquoi est-ce qu'il a finalement été abandonné? Parce que les Israéliens n'en voulaient pas. C'est un plan saoudien, qui est dans l'ensemble, vous réglez le problème, vous redonnez l'intégralité de leurs droits aux Palestiniens et vous avez la paix avec tous les pays arabes. Après cela, le problème étant le problème explosif, et je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit exactement, le plan, sur le droit au retour. Parce que, effectivement, le droit au retour? Oui, je pense que le droit... Des Palestiniens, c'est ça? Oui, le droit au retour des Palestiniens. Et ça, je peux comprendre, je ne veux pas passer pour que la position israélienne revient à dire... parce qu'en fait, le problème sur le droit au retour est que c'est symbolique et que, de toute façon, les Palestiniens qui sont à l'étranger, très peu reviendront. Mais que c'est une reconnaissance importante du fait qu'il y a eu un déplacement de population forcé. Et il y a évidemment, en sens contraire, des Israéliens nous ont sorti cette histoire qu'il faut que les pays arabes reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. Chose que les pays arabes ne veulent pas absolument pas faire. Mais je peux comprendre la position, c'est-à-dire que une fois que vous avez reconnu ce droit, qu'est-ce qui vous garantit que personne ne l'utilisera? La position israélienne n'est pas absurde là-dessus. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? En gros, on dit vous reconnaissez le droit, et de toute façon, il n'a pas de conséquences pratiques, personne ne va revenir. Et les Israéliens vous disent, mais si je l'ai reconnu, peut-être que les gens vont vouloir revenir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Vous êtes en train de me demander d'accepter une immense partie de un bouleversement démographique majeur en Israël en faveur des Arabes. C'est en gros ça. Après, il y a sûrement des solutions médianes, etc. Mais là, c'est un des points sur lesquels je comprends la position israélienne. Mais j'ai la nette impression que toutes les propositions faites par les Arabes sont des positions plutôt radicales en faveur des Palestiniens, ce qui est compréhensible puisque finalement c'est un peuple frère. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas aboutir à un compromis avec les deux? Tout le monde va aboutir à un compromis, sauf que c'est un des points explosifs. Alors, pour être franc, je ne sais plus, je ne l'ai pas en tête parce que, comme vous dites, il est mort en 2002. Qu'est-ce que le plan arabe racontait cela? Mais mon impression, je l'avais étudié à ce moment, mon impression était que c'était une formule. On vous demande l'intégralité des droits palestiniens et en échange, vous avez la paix et des relations normales et plus que normales avec l'intégralité des pays arabes. Justement, par rapport à... C'est évident qu'il faudrait un compromis. Alors oui, mais les différentes initiatives lancées par les Arabes, j'aimerais revenir sur l'initiative égyptienne. Où en est-elle maintenant? Celle du président Sisi. Oui, celle du président Abdel Fattah al-Sisi qui voulait mettre autour d'une table de négociation les différents protagonistes. Et déjà, les protagonistes palestiniens eux-mêmes. Alors il y a, disons que les Israéliens vont probablement, je ne suis pas de très près les manœuvres, essayer de redire que la position égyptienne est intéressante dans le sens qu'il n'y aura juste que eux et les Palestiniens. Et eux ont toujours voulu, arriver à des solutions et deux, éviter les pressions internationales. Mais l'initiative du président est si je ne le vois pas, l'Égypte est un pays indépendant et qui fait ce qu'il veut, donc, mais je suis sûr qu'il en aura parlé avec le président Hollande. Et donc, je suis sûr qu'il y a un partage des tâches entre les deux chefs d'État. Comment vous dire, les Israéliens, y compris, surprise, le nouveau ministre de la Défense, M. Lieberman, ont dit que c'est une initiative remarquable, il y avait des choses positives, et blablabla. Le problème est maintenant, très bien, vous avez dit cela. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu? Ça reste à voir.
Et qu'est-ce qui les empêche justement de jouer ce jeu? On va voir. Pour le moment, ils ont dit que ça les intéressait beaucoup. Ouais. Et puis, il faudra que ça soit suivi d'actes. Disons le principal problème, à part le fait que je pense qu'aucun d'eux ne veut vraiment les concessions qui rendraient possible un accord avec les Palestiniens, je crois qu'aucun d'eux ne le veut, mais il est presque certain que si un d'eux les fait, la coalition saute. Oui, mais attendez, concrètement, qu'est-ce qu'attendent les deux? Parce que là, on se perd. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils attendent? Disons, prenons un exemple très bête. Ouais. Il y en a beaucoup, mais un très bête. Est-ce que les Israéliens sont prêts à arrêter la construction de colonies pendant quelques mois? Ben, oui, non, mais c'est dans le sens où on les empêcherait pas de construire. Mais si on met un plan qui définit les territoires et les frontières, je pense qu'ils n'ont plus aucune raison. C'est pour ça que je vous ai posé la question de tout à l'heure. Est-ce que ces colonies sont légales? Alors, ces colonies ne sont pas légales, mais ça, vous avez, c'est une coalition au pouvoir en Israël qui, historiquement, a toujours pensé que cette terre lui appartenait. Alors, avec des variantes sur est-ce qu'on peut en céder une partie dans l'intérêt de la paix. Mais historiquement, pour eux, cette terre est à eux, ils n'ont rien à cirer, pardonnez de parler comme ça, de l'opinion ou du droit international. Il y a cela. Après, je vous dis, il y a même... le problème, c'est que ce n'est pas un gouvernement qui est sous la botte de M. Netanyahou. C'est pour ça que M. Netanyahou veuille lancer le processus. Il est quand même à la merci de deux petites forces. C'était celle de M. Lieberman et celle de, j'ai oublié son nom, de M. Naftali, je pense, ou quelque chose comme ça. Et donc, il suffit qu'un d'eux, surtout M. Naftali, s'en aille pour que le processus soit bloqué. Donc, il aurait envie de faire des concessions. Il risque, je vous dis, même un truc bête, vous arrêtez de construire pendant quelques mois. Ce serait un geste de bonne volonté. En plus, c'est quelques mois, mais est-ce qu'ils le font? Alors, quand bien même l'État hébreu a été construit au gré, malgré l'opinion arabe en 1948 à peu près. Pourquoi? Enfin, maintenant il est là, il existe. On peut pas le nier, on peut pas dire ces gens-là ils vont à la mer, on peut pas. Voilà, il est là, il existe. Mais pourquoi est-ce que il n'y aurait pas une reconnaissance des pays arabes qui pourrait déjà être, à mon avis, un premier plan et un premier pas pour cette paix-là? Mais les pays arabes ont dit qu'ils étaient prêts à reconnaître Israël à condition que le problème palestinien soit réglé, mais de telle ou telle manière. Et donc avec l'accord des Palestiniens. Je ne crois pas, c'est-à-dire la restitution, même si la restitution des deux îles à l'Arabie saoudite implique aussi à terme que l'Arabie saoudite n'est pas hostile à l'idée d'un accord avec les Israéliens. Donc déjà, on a déjà un premier pas, c'est qu'il y a cette reconnaissance des pays arabes. Non, il y a on se dit prêt à reconnaître. Oui, mais au moins, il y a un effort quand même de paix, une volonté de faire un pas de la part des pays arabes. Ce n'est plus comme avant où on se dit non, cet État n'existe pas. Non, il y a quand même une reconnaissance, enfin, je dirais une volonté de voir que voilà, cet État est ici, qu'il faut coopérer finalement avec lui, que l'on soit pour, que l'on soit contre. Maintenant, puisque cet État a été fait au gré, malgré la volonté des Arabes, est-ce que ça serait pas plus efficace et idéal actuellement pour le monde arabe de se réunir et de faire un espèce de blocus et de dire non, vous avez commencé par faire ça malgré nous. Maintenant, nous prenons un petit peu les rênes de la situation. On fait un plan. C'est pour ça que je vous ai posé la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de reconnaissance? Vous m'avez expliqué qu'ils sont prêts à le reconnaître. Donc déjà, il y a une volonté de coopérer. Nous sommes capables, nous, en tant que peuple arabe, de coopérer avec l'État d'Israël. Nous ne voulons pas de guerre, nous voulons la paix. Mais nous décidons ça par nous-mêmes. Pourquoi ce n'est pas réalisable alors que ce sont des puissances quand même? D'abord, vous avez dit 4 ou 5 choses. Alors, prenons le cas extrême qui est le blocus. Le blocus, l'Égypte ne peut pas. Donc ça fait automatiquement, je ne sais pas si nous sommes le tiers, le quart du monde arabe, qui nous semble de paix qui nous empêcheront de faire cela. Donc c'est très relatif. Ensuite, nous avons dit que nous, pas l'Égypte a reconnu Israël, mais les pays qui n'ont pas encore reconnu Israël ont dit qu'ils étaient prêts, mais les Israéliens peuvent dire non, nous ne les croyons pas, qu'ils reconnaissent d'abord et puis on parle. Ça fait quelque temps. Finalement, le premier de ce moment-là, avec le jeu le roi Fahd, on tourne autour du pot depuis le roi Fahd.
Alors, donc ce n'est pas tout à fait récent. D'autre part, le problème est que les Israéliens peuvent vous dire, alors je ne veux pas entrer, mais de toute façon, tous les pays arabes traitent avec nous clandestinement ou pas. Et donc, pourquoi voulez-vous que je fasse des concessions pour qu'ils traitent officiellement? Sans parler du fait que les Israéliens ont tendance à penser, les deux parties, pour ne pas accuser les Israéliens tout le temps, ont tendance à penser, peut-être moins les Arabes maintenant, que le temps joue pour eux. C'est-à-dire que si vous faites attendre les pays arabes, les Israéliens pensent, si vous faites attendre les pays arabes 3 ou 4 ans, ils feront de meilleures offres, et vice-versa. Mais alors c'est moins vrai pour les pays arabes, vu l'évolution du Mashrek, que les pays arabes peuvent vous dire pas tout à fait la même chose. Jamais la situation n'a été aussi mauvaise pour nous, l'équilibre de force n'a été aussi défavorable, et donc il vaut mieux ne pas signer un accord maintenant. Donc vous avez une ambivalence dans les calculs des deux. Disons, donc les Arabes n'ont pas la solution extrême du blocus. D'abord, je ne pense pas que quelqu'un la veuille ou soit prêt à entrer en collision. Il y a l'Iran, n'oubliez pas. Ouais. Je vois les Saoudiens, les Émirats, enfin tout le Golfe est extrêmement fâché des États-Unis, mais ils ne peuvent pas se payer le luxe d'une brouille quand il y a la menace iranienne. Donc ils ne peuvent pas aller très loin, à supposer qu'ils le veuillent. Mais ils peuvent quand même coopérer politiquement, c'est ça où je veux en venir. Mais ils peuvent coopérer politiquement, mais, sans entrer dans le détail, mais les Israéliens vous diront, mais ils coopèrent de toute façon, même si c'est par tiers personne interposée, etc., ou tiers acteur interposé. Quel besoin a-t-on d'une reconnaissance? Moi, personnellement, à la place d'Israéliens, je penserais qu'il y a un moment important pour faire la paix. Et au moins creuser la piste, quitte à ne pas accepter n'importe quoi. Mais eux, visiblement, enfin ce gouvernement pense que ça n'a pas d'intérêt. Ouais, donc finalement, ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt parce qu'il y a déjà une coopération tacite, je dirais, avec tout le monde. Ils ne sont pas si en danger que ça, finalement. Et que la solution viendrait finalement, quand Benjamin Netanyahou dit que la solution viendrait du dialogue entre les deux parties, c'est que vraiment la solution viendrait du dialogue entre les deux parties. Ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Monsieur Netanyahou, je pense qu'il ne veut pas de solution. Et à supposer qu'il le veuille, il ne faut pas lui donner plus de mérite qu'il n'en a. C'est-à-dire, peut-être qu'il a changé, mais ça fait à peu près, on le connaît depuis 20 ans, plus que 20 ans maintenant, il a pratiquement sabordé toutes les solutions. De la partie arabe, enfin, dans le camp palestinien, il y avait des gens aussi qui voulaient saborder les solutions, je ne le conteste pas une minute. Mais il a sabordé toutes les solutions. Et en plus, il est le modéré de la bande, c'est-à-dire quand on voit, et en plus, pour le moment, même si ça peut changer, je vous ai dit que ça pouvait changer, l'opinion israélienne ne croit pas en la possibilité d'une paix. Pourquoi voulez-vous? Son principal problème, parce qu'il y a une relative sécurité, son principal problème est de garder une coalition viable. Pourquoi voulez-vous qu'il se dispute avec ses partenaires? Alors j'ai envie d'imaginer ce scénario. Si tous ces gens-là partaient, c'est-à-dire si on imagine que Netanyahou, Abbas, celui du Hamas, Haniyeh, par exemple, tous ces gens-là, toute cette vieille génération de parano partaient et qu'on installe une jeune génération qui est volontaire pour la paix, ça marcherait ou pas? Ça dépend de vous installer qui. D'abord, je crois que les problèmes sont substantiels et qu'il y a une incompatibilité trop forte. Mais concilier les impératifs de sécurité, les besoins de reconnaissance, au sens reconnaissance, reconnaître les torts passés, sont des problèmes qui ne disparaîtront pas et qui ne sont pas entièrement dus aux paranoïas respectives, je veux dire aux paranoïas d'individus. Une des forces du Hamas, je n'en ai pas parlé, une dernière, c'est que le Hamas vous dit si c'est moi je pars, à Gaza il y a pire. Vous n'avez aucune garantie que ceux qui remplaceront M. Netanyahou, le Hamas ou même Mahmoud Abbas. Quand Mahmoud Abbas, si Marwan el-Barout y vient, il a peut-être une chance historique. Oui, mais des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on avait... voilà, quand on n'est pas obligé de mettre des gens qui sont connus sur la scène politique, on peut mettre des gens qui sont inconnus, mais qui ont cette politique. Qui mettrait, on n'a pas les moyens de les parachuter, il faut que les peuples choisissent, ou que si vous ne croyez pas au peuple, que les appareils choisissent. Et effectivement, de ce qu'on voit, on a des chances que ce soit des gens plus intéressés. Notez que M. Mahmoud Abbas voulait la paix. C'était très important pour lui. Alors, le problème étant qu'il n'avait pas la légitimité d'Arafat et qu'il ne pouvait pas accepter ce qu'Arafat avait refusé dans son esprit. Mais M. Abbas voulait la paix. Vous n'êtes pas absolument... Vous pouvez avoir mieux, mais le plus probable que vous aurez pire.
C'est un peu comme un coup de poker, soit on l'a, soit on l'a pas. Bon, en tout cas, c'est un conflit qui semble vouloir encore durer un certain temps. Est-ce que vous pensez que quand ils réuniront les principaux concernés, c'est-à-dire Palestine et Israël, et leur expliquer le plan qui a été mis en place par les grandes puissances mondiales, est-ce que vous pensez que ça aurait un impact ou est-ce que c'est le plan d'Obama qu'on doit attendre ou exactement est-ce que vous envisagez d'ici jusqu'à novembre, date de cette deuxième partie de la réunion ministérielle, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour moi, le problème est simple. La solution idéale, on la connaît. Ce sont les paramètres Clinton. La solution idéale, au sens où elle n'est parfaite ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est la solution la moins injuste et la plus possible, c'est le bon dosage. Alors, je ne sais pas si elle est possible sur le terrain, je ne sais pas un dossier que je suis prêt, je ne sais pas à quel point les implantations israéliennes la gardent possible ou pas. Et il faut savoir si les deux partenaires, les deux adversaires, sont fatigués ou pas. Je peux penser que peut-être les Palestiniens sont fatigués, je n'en suis pas certain. Ils sont désespérés, en tout cas, d'après les analystes sur place. Oui. Voilà. Mais est-ce que les Israéliens sont fatigués? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. On reste sur le flou. Jusqu'au mois de novembre, on pourra en reparler peut-être. Merci à vous, Dr Tofia Komandos, d'avoir été avec nous. Vous êtes analyste politique, je le rappelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de nos programmes. Joyeux Ramadan à tous. Au revoir.